Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Ce mois-ci, je vous propose un focus sur l'innovation au service du développement du collaborateur. Tout le monde parle évidemment beaucoup de transformation digitale, mais quels sont ses effets sur le collaborateur? Quels avantages est-ce qu'il peut y trouver? Comment lever les craintes qui parfois entourent le déploiement des nouveaux outils numériques? Et puis surtout, comment ne pas perdre de vue l'humain derrière ces outils? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui dans Smart at Work avec mes invités. Et pour commencer cette émission, je suis en plateau avec Olivier Bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Avas Paris, vous êtes enseignant à Paris 3 et vous êtes aussi l'auteur de Like ton job, comment vivre avec bonheur la transformation digitale qui est paru aux éditions Duno. Vous êtes spécialiste de la transformation des entreprises. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit panorama de ce que c'est que la transformation digitale? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste créer un site internet. Non, la transformation digitale, on peut la prendre de plein de façons. On peut la prendre par le client. On veut une expérience client fantastique et pour ça, il faut largement digitaliser en interne des process, des manières de travailler pour être agile, fluide. Donc, on peut la prendre comme ça. On peut la prendre du point de vue du collaborateur. C'est comment on lui rend la vie plus facile et surtout comment on fait qu'il soit plus efficace grâce à tout un tas d'innovations RH. Donc, vous voyez, on peut la prendre de deux façons. Moi, personnellement, mon expérience, c'est plutôt la deuxième, c'est comment on met du digital pour que, effectivement, la vie des salariés soit plus facile, qu'il soit plus efficace individuellement et collectivement. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises justement dans cette transformation digitale? Parce que du côté du collaborateur, il peut y avoir, j'imagine, des freins, vous devez en relever, vous. Oula, énormément. Il y a ce qu'on appelle le psychological safety. C'est pas moi qui le dis, c'est Google qui a fait une étude assez intéressante sur le sujet et qui explique que quand les gens sont dans la crainte et dans l'inquiétude, ils ont une tendance tout à fait naturelle à se replier sur eux-mêmes, à ne pas prendre d'initiative, à faire exactement ce qu'on leur dit et pas plus. Or, on sait que quand on doit mener une transformation, il faut de l'innovation, de la prise d'initiative, de la prise de risque. C'est donc le contraire de ce que font les collaborateurs parce qu'eux, ils se referment sur eux-mêmes. Et donc, un des grands sujets quand on est en transformation, c'est d'arriver à recréer un climat émotionnel positif pour que les gens vivent positivement ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que moi j'appelle passer du « nous devons » changer à « nous voulons changer », qui fait que les collaborateurs s'inscrivent dans la démarche avec beaucoup plus de joie et de bonheur, d'où le sous-titre de mon livre. Alors, il faut aussi que les collaborateurs s'approprient ces outils, parce que parfois, quand on déploie une transformation digitale, on a tendance à leur dire « alors voilà, maintenant c'est comme ça, et vous avez tel process à mettre en place », et en fait, ils ne voient pas forcément la finalité de l'outil. Alors, il y a le sujet de la finalité qui est juste, parce que si on n'est que sur les modes d'emploi et les modes opératoires, les gens savent comment ça marche, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, le à quoi ça sert est extrêmement important, et à quoi ça sert dont ils se disent qu'ils vont en tirer un bénéfice. Parce que le discours qui leur dit « fais des efforts, ça servira aux clients », fait des efforts, ça va augmenter notre chiffre d'affaires, donc notre résultat, donc notre actionnaire sera content. Au bout d'un moment, ils disent « Ok, mais moi, quand est-ce que je passe à la caisse ?» Et donc, il y a un vrai sujet dans le « à quoi ça sert ?» c'est à quoi ça sert pour eux également. Il faut qu'ils en tirent un bénéfice. Sinon, on n'a pas envie de faire un effort, si on n'a pas au bout de l'effort, un bénéfice qui nous est utile personnellement. Est-ce qu'il faut rationaliser un peu cette transformation digitale? J'entends par là. Parce qu'on peut avoir effectivement beaucoup d'outils. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui sur le marché. Et comment ne pas partir dans tous les sens et finalement trouver ce qui est le plus adéquat pour le collaborateur? C'est un peu le problème aujourd'hui. Il y a 600 startups dans ce qu'on appelle la French Tech RH. C'est un des secteurs les plus actifs. Il y en a, mais alors dans tous les sens, sur des sujets de recrutement avec les plateformes de matching sur les compétences avec de l'IA. On en a en formation avec du micro-learning, de l'adaptative learning. On en a en management des talents. Il y en a partout. Et moi, je dis souvent, on a un petit sujet entre la prouesse technologique et le progrès humain. Et si c'est juste pour faire de la prouesse technologique ou du gadget pour se substituer à une défaillance, par exemple du management,
Je pense notamment à tous les outils qui visent à remplacer le manager sur le feedback, sur l'étude du climat, sur savoir comment vont les collaborateurs. Il y a quand même la meilleure façon de savoir comment va un collaborateur, c'est de lui demander face-to-face. Ouais. Il y a une phrase qui est En ce moment, c'est parfois plus ou moins compliqué. Mais... Au moins par écran interposé. Vous voyez. Oui. Avant le confinement, il y avait une phrase que moi j'entendais beaucoup dans les ascenseurs des boîtes, c'était redoutable. 2 personnes dans un ascenseur, l'un qui dit à l'autre « Tu as lu mon mail ?» et l'autre de lui répondre « Oui, oui, je vais te répondre. » Donc là, on est dans l'ubuesque absolu. On ne se parle plus. On a créé une espèce de médiation numérique pour se parler à nouveau. Donc ces outils-là, moi parfois je m'interroge sur leur vraie utilité. Par contre, les outils qui permettent de développer de la compétence, je pense notamment au micro-learning, c'est-à-dire les petites formations sur mobile, c'est des choses extrêmement utiles. Vous faites face à la peur des collaborateurs dans les entreprises de finalement se faire remplacer par tous ces outils-là? Alors, remplacer ou dépasser. Souvent, c'est le sentiment. Il y a quand même, on ne va pas se mentir, il y a quand même un schisme générationnel dans les boîtes. C'est-à-dire entre les digital natives, alors qui maintenant s'autocommandent, puisque les patrons d'un certain nombre de grandes entreprises sont aujourd'hui des Y. Entre toute cette génération-là, et puis les gens comme moi je suis un X-Prime, je suis une espèce de truc un peu bizarre. X-Prime, j'avais jamais entendu. C'est entre X et Y, c'est vieux mais digital. Vous voyez, donc, mais pas trop. Quoi. Voilà, et il y a vraiment un choc générationnel. Et il y a surtout le sentiment parfois qu'il y a de la modernité d'un côté et que nous, on est le passé. Et ça, c'est un sentiment qui est extrêmement difficile à vivre pour une certaine partie de la population. Et donc, il faut les accompagner pour leur faire comprendre que finalement, c'est très simple et c'est très utile. Merci beaucoup, Olivier Bas. Vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat avec 2 chefs d'entreprise. Et de retour sur le plateau de Smart at Work, je suis toujours en compagnie d'Olivier Bas, vice-président d'Avas, et je suis également avec d'Avas Paris, et je suis également avec Xavier Laurent, directeur fusion et acquisition du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Bonjour Xavier. Bonjour. Et Christophe Bergeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Zest Me Up. Alors peut-être que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que fait Zest Me Up. Avec grand plaisir. Donc c'est une start-up qu'on a créée il y a 5 ans et pour révolutionner les pratiques d'écoute collaborateurs et de management. Donc on mesure le niveau d'engagement des collaborateurs et leur performance, parce que les deux sont intimement liés. Justement, comment est-ce qu'elles sont liées et en quoi, finalement, l'innovation aujourd'hui permet de contribuer à cette performance d'entreprise? Alors, évidemment, un collaborateur non engagé est moins performant, ça semble une évidence, mais il faut le rappeler. Et les critères d'engagement, c'est souvent l'intérêt du travail, c'est la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de son travail, et puis aussi les conditions dans lesquelles on l'effectue. Voilà, donc tout ça fait un mix qui fait qu'à un moment donné, on met le collaborateur en performance ou pas. Chez Manutan, comment est-ce que vous travaillez sur ces questions-là d'engagement de collaborateurs, de performance et d'innovation? Comment est-ce qu'on allie le triptyque là? Alors déjà, moi je pense que la première chose, c'est déjà de préparer ça longtemps à l'avance. Enfin, nous, ça fait très longtemps qu'on a impliqué l'ensemble des collaborateurs dans les grandes décisions. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident, mais ça veut dire qu'ils sont informés de ces décisions-là. Ça veut dire qu'on peut avoir des key users qui sont impliqués dans les choix et qui vont faire remonter la vérité du terrain. Donc ça nous permet déjà d'avoir une forte adhésion. La deuxième chose, c'est que du coup, ils comprennent où est-ce qu'on va. Donc, on a mis en place des systèmes qu'on appelle des OKR, donc des objectifs and key results, qui permettent de savoir quel est l'objectif de chacun, quel est l'objectif de l'entreprise, quel est l'objectif de mon service, quel est le mien, et quels sont les objectifs de mes voisins. Donc, ils peuvent se mettre au service de ces gens-là. Et ensuite, après, on va mettre des outils techniques qui vont permettre de fluidifier tout ça, alors surtout en ce moment où on est un peu tous chez soi. Voilà. On a commencé d'abord par essayer de les impliquer dans la stratégie, de remettre du sens dans ce qu'ils font. Et ensuite, on a pris des outils pour les aider à faire ça. Olivier, vous parliez tout à l'heure de freins un peu psychologiques. C'est le meilleur moyen de faire ça, de préparer finalement le terrain le plus en amont possible, de faire énormément de pédagogie pour que les outils soient ensuite bien utilisés et bien compris aussi? Alors oui, mais il y a deux vigilances à avoir. La première, il ne faut pas faire du Canada Dry. C'est-à-dire le Canada Dry, c'est un truc que malheureusement pas mal de boîtes font, c'est qu'on fait du pseudo-participatif à 2 balles. On donne l'impression aux collaborateurs qu'ils ont la main alors que tout est déjà ficelé, verrouillé. Donc ça, ils n'aiment pas trop parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte quand même qu'on les a pris pour des cornichons. Et la deuxième, c'est qu'il faut être très clair sur les règles. Et vous l'avez dit, on n'est pas en autogestion dans ces cas-là. On n'est pas en train de dire on vous donne les clés, c'est à vous de prendre les décisions. On est juste en train d'éclairer la décision. C'est-à-dire qu'on a besoin pour prendre de bonnes décisions que vous nous disiez comment les choses se passent réellement. Et là, ils l'acceptent.
Mais s'ils ont l'impression à un moment donné qu'on leur dit qu'ils vont participer à la décision alors qu'en fait ils n'y participent pas, ça crée des résistances. En fait, il faut être simplement authentique et honnête dans ces démarches-là. Christophe Bergeon, vous parliez de mesurer l'engagement collaborateur grâce à vos outils. Comment est-ce que vous faites concrètement pour mesurer l'engagement collaborateur? Parce que j'imagine qu'en plus, il y a des jours où peut-être le collaborateur est plus ou moins engagé, quoi. Non? Oui, alors, évidemment, il y a plein de choses qui vont impacter son engagement, hein, et en particulier même sa vie personnelle. Donc voilà, il y a des biais d'engagement qu'il faut mesurer aussi. On essaie déjà de le faire de la manière la plus régulière possible. Parce qu'auparavant, quand on faisait des enquêtes de satisfaction collaborateur, on le faisait au mieux une fois par an. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout adapté à la vitesse de développement de nos organisations. Il faut le faire, alors moi je dis au minimum tous les trimestres, parfois c'est tous les mois même. Donc, et il faut qu'il y ait un canal d'expression du collaborateur qui soit ouvert en permanence. Voilà. Et après, comme le disait Xavier, je pense qu'il y a un élément très important, c'est de donner la transparence à minima sur les objectifs, la stratégie. Alors nous aussi, on supporte les OKR, qui est une méthode qui est assez efficace, en fait, d'alignement de tout le monde, de compréhension à quoi je contribue, c'est ça qui est très important. Et dans beaucoup d'organisations, parfois on ne le sait pas. Je me souviens, il y a quelques années, un congrès où le patron RH de Schneider Electric, qui est une de nos entreprises les plus performantes, disait qu'en dessous du niveau N-2 du CEO, on ne comprenait pas la stratégie du groupe. Alors imaginez les entreprises non performantes. Donc c'est un point vraiment essentiel pour aligner tout le monde et faire contribuer tout le monde. Quand vous dites qu'il faut avoir un canal ouvert, mais en même temps, on ne peut pas mesurer l'engagement du collaborateur en permanence. Et puis moi, en tant que collaborateur, je n'ai pas envie de répondre à des enquêtes toutes les 5 minutes. Alors, il y a juste un sujet, on n'en a pas parlé, mais il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les données structurées et les données non structurées. Parce que ça, c'est essentiel. Poser des questions à des gens, t'es content, t'es pas content, t'aimes pas régulièrement, c'est très sympa, mais on est dans un monde certain. Et on ne sait pas finalement ce qu'il est, dans quel état il est. Ce qui est très intéressant, et je pense que c'est les technologies que vous utilisez, ce sont des algorithmes et de l'IA qui permettent d'analyser des données dites non structurées, c'est-à-dire tout le ouvert, qui permettent au travers des mots, quand les gens font des commentaires, quand ils répondent à une question ouverte, au travers des mots qu'ils utilisent, des tournures de phrases, des analyses sémantiques qui nous font comprendre véritablement dans quel état d'esprit ils sont. Moi, je crois que c'est l'analyse des données structurées, c'est sympa. Mais il est transparent, le collaborateur, il va vraiment dire non, ça va pas. Parce que, il y a aussi un risque. Moi, j'ai pas forcément envie de dire à mon manager, non, c'est pourri ce que je fais, mes conditions de travail sont nulles. Enfin, je sais pas. Je vais être un peu réticente. Je vais me dire, ça va me retomber dessus. Mais là, on est sur un sujet. Je ne veux pas faire de polémique autour de ça, mais moi, je pense que le fond du sujet, c'est dans la question que vous posez. C'est qu'est-ce que je suis capable de dire à mon manager ? Ouais. Et si je ne suis pas capable de dire à mon manager l'essentiel de ce qu'est ma vie au boulot, mon boulot me fait chier, tu m'emmerdes, excusez-moi, je vous en prie. gros parce qu'à la maison, j'ai pas le droit avec la petite, donc j'en profite. Je suis à l'antenne. Si je peux pas le dire à mon manager, je suis pas sûr que je le dirai sur un canal, effectivement. Ouais. Et le vrai sujet, quand même, c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la relation managériale de proximité. Donc, il faut que ces outils, mais je pense que c'est comme ça que vous les pensez, soient des aides aux managers et pas des substituts aux managers. Parce que là, on est à côté de la plaque. Si les gens, je dis rien à mon manager et je vais aller me répondre sur des questions, là, on a un problème de schisme entre la ligne managériale et ces canaux-là. Xavier Laurent, comment est-ce que vous appréhendez, vous, ces questions-là ? C'est complètement d'accord. C'est exactement ça. Je pense que c'est d'abord un problème de management. C'est d'abord un problème. Alors, on a dit, on est passé d'un management directif à un management coach. Je ne suis pas sûr que le mot coach veuille encore dire grand-chose en ce moment, mais en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre de l'empathie. Ça veut dire s'arranger pour que la personne avec laquelle on travaille se sente à l'aise dans son travail, qu'elle soit en confiance avec son manager, mais d'une manière générale avec l'entreprise. Parce que... Et les outils numériques, ils peuvent nous aider, ça, à avoir de l'empathie, par exemple ? Alors oui, exactement. Donc nous, on a un outil de feedback qui n'est pas Zestmiot, mais du coup, on va reconsidérer le sujet, forcément. Non, mais qui est un outil de feedback qui permet de donner un retour positif, négatif, pas forcément du manager à son collaborateur, mais ça peut être d'un collaborateur à un autre, ou d'un collaborateur à son manager, et c'est cela les plus intéressants. Le vrai sujet après, c'est la confiance qu'on a dans ce feedback. Et ça se travaille depuis très longtemps. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de préparation. Si je ne suis pas capable de dire à mon patron, ça va pas trop en ce moment, ou ce qui m'est arrivé il y a quelques mois en disant,
Je pense que j'ai fait le tour de mon boulot. J'aimerais bien faire autre chose et me mettre moins en danger en disant j'ai un truc qui tourne super bien, mais voilà, c'est bon, j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné, maintenant je voudrais faire autre chose. Si on n'a pas une confiance complète là-dedans, on n'y arrive pas. Et donc l'outil, il est génial parce qu'il permet à n'importe quel moment d'envoyer, nous, sur un téléphone mobile. Mais ça ne marche pas. Et on a besoin de ces outils-là. Enfin, tout à l'heure, Olivier disait rien ne vaut le face-à-face. On a besoin de ces outils-là aujourd'hui pour communiquer. Parce qu'il faut un cadre pour faire un feedback. On ne peut pas juste appeler son manager et dire franchement, aujourd'hui, j'en peux plus. Si, on peut. Alors déjà, il s'est passé un petit truc, c'est qu'on est tous à la maison depuis un an. Ouais, c'est vrai donc, que ça change pas mal la donne. La digitalisation, c'était pas trop mal à ce moment-là. Hein. Ça permet de rendre les choses asynchrones. Moi, à un moment donné, j'ai envie de dire un truc à mon patron, mais j'ai pas envie de le déranger non plus. Peut-être que je vais pas l'appeler tout le temps. Peut-être je peux lui envoyer un SMS, mais c'est de la digitalisation et c'est un outil. Hein. Après, il suffit de l'organiser. L'avantage des outils, c'est qu'ils permettent de garder une trace des choses, y compris pour l'employé. Hein. On est toujours dans une relation de confiance. Donc si je dis ça va pas, que j'écris ça va pas, je peux revenir un an plus tard en disant tu vois, je t'avais dit ça va pas, et du coup on a avancé, on a fait ci. C'est un truc qui permet de construire. Mais ça marche que s'il y a de la confiance, ça marche que si on a réellement créé une relation empathique entre les gens. Et moi, je pense que finalement, le bon manager, c'est celui qui a l'équipe la plus engagée, parce qu'ils vont complètement dépasser ses attentes. Enfin, c'est comme ça qu'on juge une bonne équipe, d'ailleurs. D'où l'intérêt des OKR, parce que du coup, ils peuvent dépasser ce qu'on leur a demandé de faire. Et les outils vont venir supporter ça. Après, le meilleur outil, c'est, je sais pas quoi, c'est Zoom ou c'est Teams, pourvu que ça soit utilisé de la bonne manière, quoi. Oui, c'est ça, parce que vous disiez, on est tous à la maison et finalement, on a assisté, je pense, à une espèce de transfo digital un peu subi, un peu à marche forcée, un peu contrainte. Le tweet qui a le plus marché pendant le truc, je ne sais pas si vous l'aviez vu, c'était un test. Qui est votre Chief Digital Transformer, votre CEO, votre responsable informatique ou Covid-19 et c'est Covid-19, 90%. Donc, c'est devenu le Chief Digital Transformer dans les boîtes. Juste, moi, il y a un vrai sujet d'après. C'est que là, on est en télétravail contraint. Ça a quand même changé les pratiques. Toutes les boîtes que j'accompagne sont en train de négocier des accords télétravail qui sont des accords très ambitieux. Il y a des boîtes qui parlent de 4 jours de télétravail par semaine. 4 jours sur 5, c'est pas ouais. Et à minima, c'est 2 ou 3 jours. On a un vrai sujet dont on parle peu, mais ce qui fait la performance dans une boîte, c'est bien évidemment l'engagement, c'est bien évidemment la compétence, j'en ai parlé, mais c'est ce qu'on appelle le soutien social. Le soutien social, c'est un truc tout couillon. Je suis au boulot, à un moment donné, j'ai un problème. Il y a un truc que j'arrive pas à faire. J'ai un collègue à côté. Je lui dis, tu peux m'aider à... J'ai un petit coup de... Et on va boire un café. Je raconte 2-3 blagounettes. Et ça, c'est excessivement important. Et le problème du télétravail, on parle beaucoup de le collectif va disparaître. Non, quand les gens retourneront au boulot, on va faire principalement du collectif. Parce qu'on peut le programmer, le collectif. Le soutien social, on ne peut pas le programmer. Parce que c'est au moment où j'ai besoin du soutien que je dois le demander. Donc moi, j'invite les startups en RH à réfléchir sur ce que sont demain les outils de soutien social à distance. Parce que là, il va y avoir un vrai besoin. C'est un des facteurs premiers qui explique la désespérance qu'on a. Toutes les études montrent que les salariés sont assez down. Beaucoup de burn-out, beaucoup de mal-être psychologique. Et quand on creuse, on s'aperçoit que cette absence de soutien social a beaucoup pesé dans leur état mental. Donc là, il y a un vrai sujet. Christophe, je vois opiner du chef. Vous avez, j'imagine, un retour d'expérience là-dessus aussi ? Oui, mais d'ailleurs, dès la création de Zest, on a créé un bouton qui était un bouton SOS, qui a parfois choqué ou interrogé. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est utilisé. Voilà, c'est un canal direct d'alerte. Je vais pas besoin, j'ai besoin d'un coup de main, je me sens down, je suis en burn-out, peu importe. Voilà, mais c'est un canal d'accès direct au management, souvent au DRH, pour dire ça va pas. Voilà, alors, il faut inventer encore plein d'autres choses, mais voilà, je pense que ce qui est important dans le cadre du télétravail, c'est que, alors évidemment, il y a eu des excès. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de startups qui reviennent là-dessus, qui disent on voulait plus de bureaux, on revient à avoir quand même des lieux de mixité, de rencontres. Si on arrive d'ailleurs à les centrer sur des vrais moments d'échange et pas être dans le même bureau partagé où on se parle pas, parce que c'est ce qu'on retrouve dans tous les open space aujourd'hui. Les gens sont derrière leur ordinateur. Avec un casque sur Avec un casque et ils ne se parlent pas. Le même que celui qu'ils ont à la maison d'ailleurs. Voilà, donc si c'est pour faire ça, autant être à la maison, c'est clair. Mais autant venir au travail pour avoir des sessions d'échange. À condition que vos collègues avec qui vous avez besoin de parler soient là le même jour que vous et pas que vous retrouviez en Teams au bureau pour être...
ça voilà. s'organise, se prépare. Donc ça, c'est beaucoup de logistique. C'est une révolution. Moi, je bosse en ce moment avec une très grosse entreprise du CAC 40, je ne peux pas citer le nom parce que le projet est un peu secret, sur un truc qui s'appelle Travailler autrement, où on a mis autour de la table tout le monde, y compris les partenaires sociaux, on a fait intervenir des experts en santé, en neurosciences, etc., pour dire c'est quoi le futur du travail, parce qu'on mesure mal les effets sur la performance et la psychologie. Il y a des chiffres qui sont effrayants. La productivité a bondi c'est vrai. avec le télétravail. L'état mental des salariés s'est effondré. On tient combien de temps comme ça? On ne va pas tenir longtemps. Hein. Donc il y a un vrai sujet sur comment on invente un travail à distance où il y a de l'humain, où il y a du soutien social. Comment, quand on va au boulot, on ne se retrouve pas dans des situations où on est à côté mais on ne se parle pas, pour refaire vraiment du collectif et ne faire peut-être que du collectif. Donc là, il y a un bouleversement dans les organisations du travail qui est devant nous. Hein. Oui, vous avez raison, Olivier. Comment est-ce que, Xavier, on n'oublie pas finalement l'humain derrière les outils et derrière les machines? Comment on ne le perd pas de vue? Je pense que faire les changements qu'on a fait en un an, de toute façon, c'est très difficile. Même, et donc moi, je pense qu'il faut un peu de temps. Il faut avoir une vraie stratégie. Je pense que vous avez raison. Il faut réfléchir à une stratégie d'entreprise qui dit, OK, de toute façon, le télétravail, ça va rester d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est une vraie avancée, en fait. Pendant très très longtemps, les employés râlaient parce qu'ils voulaient être en télétravail. Et maintenant, il y en a un certain nombre qui râlent parce qu'ils voudraient bien revenir au bureau. Et en fait, on s'aperçoit d'ailleurs, nous, dans les équipes qu'on a, on s'aperçoit qu'une partie sont extrêmement heureux en télétravail. Une partie veulent absolument revenir et le réclament très fortement. Et une autre partie dit rien. Et à mon avis, c'est ceux-là qu'il faut regarder, parce que ceux qui sont contents d'être au télétravail, c'est parce qu'ils ont des conditions agréables, parce que finalement, ils évitent leur heure de trajet, qu'ils sont très très amis avec Teams. Ils ne voient pas leur manager. Ils ne voient peut-être pas leur manager, ou leur manager ne les contrôle pas toutes les 3 minutes avec « Tiens, j'ai vu que tu n'étais pas connecté ». Le rôle est dans les deux sens, je pense. Et puis, ils viennent une fois de temps en temps, ils se retrouvent. Alors, il y en a beaucoup qui sont comme ça quand même. Enfin, je veux dire, on peut regarder ceux qui ne vont pas, et il faut absolument y faire attention. Il y en a plein qui trouvent leur intérêt. Ceux qui ne vont pas, à mon avis, c'est vraiment un problème de management. Nous, on a passé une grande partie de cet épisode de Covid à former les managers en leur disant avant, tu jetais un coup d'œil, tu regardais sur ta tulipe si ça allait bien, s'il y a des sourires, s'ils partaient ensemble boire un café ou s'il y avait un qui restait tout le temps tout seul. Enfin, ce genre de truc. C'est vachement difficile maintenant de trouver celui qui reste tout le temps tout seul. On ne le sait pas, en fait. Ouais. Comment on va l'appeler, avoir un lien qui est un coup de fil tiens, j'ai vu que... Et ça, pour moi, c'est dans la durée. Et c'est quelque chose qui doit être organisé. On ne peut pas se dire, ouais, on va s'habituer. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut vraiment l'organiser. Christophe, avec le développement du télétravail, on parle de baisse donc, de morale des salariés. Est-ce que vous avez vu plus de recours à votre fameux bouton SOS dont vous parliez tout à l'heure? Oui, hélas, évidemment, il y en a plus. Et puis aussi, il y a un désengagement, il y a une espèce de fossé qui s'est créé. Parce qu'entre les discours officiels, parfois, de certaines organisations, et puis la réalité des faits, ils ne retrouvent pas dans le discours du président, en fait, une vraie organisation libérée, bienveillante, à l'écoute. Donc, il y a eu une chute claire quand même des chiffres d'engagement. Pas de l'efficacité de la performance, parce que les gens ont continué à travailler énormément. Mais c'est ça que je ne m'explique pas. Alors, pardon, s'il y en a un qui a la réponse, comment est-ce qu'on peut être moins engagé et avoir le moral en baisse et en même temps être plus productif? Je vous raconte une journée d'un salarié en télétravail, vous allez comprendre. Vous gagnez 1 heure sur votre temps de transport. Même en vous le devant une demi-heure plus tard, vous prenez le boulot en moyenne 30 minutes plus tôt. D'accord. Ensuite, votre agenda, il est hyper cadré parce que soit vous avez des tâches à accomplir, on vous les a données parce que vous êtes à distance, soit vous avez une série de rendez-vous Teams. Et donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, les réunions commencent à l'heure et finissent à l'heure. Ouais. C'est la première fois en France, ça fait 30 ans que je fais le job. Ça, c'est plutôt bien. Que je vois le truc. Mais ça, c'est de la productivité. Parce que toutes ces réunions qui commençaient trop tard et qui finissaient trop tard, donc ça fait de la productivité. Dans les réunions, les gens s'écoutent. Parce que évidemment, c'est le bordel. Et ils sont là, on ne peut pas tous parler en même temps, c'est sûr. Exactement. Ils sont beaucoup plus focusés sur l'objectif. Donc, elles sont plus productives, etc., etc. Et quand on arrive en fin de journée, c'est pas forcément qu'on a travaillé plus. C'est chaque heure de travail a été plus productive. Donc, en termes de productivité, c'est juste un miracle. Moi, je dis juste un truc, et je le dis à mes clients, je dis faites gaffe, parce que, je ne sais pas si vous savez, le deuxième poste de dépense des entreprises après la masse salariale, c'est l'immobilier. Ouais. Donc, la tendance est très grande de dire on va faire un truc qui est il y a un mot, une formule consacrée qui est on va réduire l'empreinte immobilière.
Réduire l'empreinte immobilière, c'est on libère On les libère locaux les bureaux. et ça nous fait faire des économies. Oui. Si c'est ça le sujet du télétravail, On prend un peu le problème à l'envers. ah ben on prend complètement le Ouais. problème à l'envers. Le sujet, c'est, pour moi, c'est le « et », pas « où ». C'est comment on continue à avoir la productivité du télétravail et comment on s'assure que les salariés vont bien dans leur tête et restent engagés. Parce que si on a les deux, ben on est champion du monde. Et je finirai juste avec une chose. Moi, ce que j'observe chez la plupart de mes clients, c'est qu'il y avait ceux avant la crise qui n'allaient pas très bien. C'est-à-dire le dialogue social était compliqué, les relations managériales étaient tendues, elles vont sortir de la crise exsangues. Et ça va être très, très dur. Et il y avait celles qui, heureusement, avaient un management bienveillant, un vrai projet porté par un patron un peu emblématique. Celles-là, elles vont accélérer à la sortie. Et comme d'habitude, dans ce genre de crise, c'est très darwinien. Hein. Il y en a un paqueton qui vont vraiment mettre le genou à terre et qui vont le mettre parce que les conditions de l'engagement n'étaient pas remplies et que le Covid et le télétravail passaient par là et que c'est une catastrophe. Christophe, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Non, mais je pense... Le côté très positif, c'est qu'effectivement, on a cassé un plafond de verre sur le télétravail et Dieu sait qu'on en a besoin en France comparativement aux États-Unis, par exemple, où c'est libéré depuis très longtemps et ça pose pas de problème qu'un collaborateur travaille du fin fond du Colorado. Nous, on avait un vrai problème. Encore dans des grandes organisations du CAC 40, on n'autorisait pas le télétravail le lundi et le vendredi parce que sinon, ça veut dire que vous partez en week-end. Dans certaines administrations françaises aussi. Voilà, c'est un peu hallucinant. Ça dit beaucoup sur la mentalité française. Hein. Exactement. Donc, on était encore beaucoup dans du command and control. Là, on libère enfin les énergies, on fait plus confiance. De toute façon, on peut pas être derrière le collaborateur en permanence. Donc, il y a un côté très positif. Maintenant, on ne va pas supprimer les locaux. Moi, j'avais fait intervenir dans un think tank qu'on organise une start-up qui avait complètement coupé ses locaux et qui disait, moi, ça ne me coûte pas moins cher parce que ce budget-là, je suis obligé de le réinvestir en moments d'échange, en événementiel. Voilà, ils ont fait le calcul, en apéro, tout ce que vous voulez, mais et en fait, avec ça leur coûte modération, le même quand même. budget. Voilà, donc, il ne faut pas penser qu'on va réduire les locaux, à mon avis, ou à la marge, en tout cas. Si je comprends bien, l'idée aussi, c'est que derrière l'innovation technologique, il doit y avoir aussi une innovation managériale, Xavier Laurent, parce que finalement, si on a plein d'outils, mais qu'on sait que le manager ne sait pas bien les utiliser, ne sait pas être dans la relation avec son collaborateur, ça sert un peu à rien. Alors, on est un peu passé d'un engagement de moyens pour les employés. Hein. L'engagement de moyens, c'est je donne à l'entreprise 7h35 par jour de mon temps. Et c'est mon chef qui décide de ce que je vais y faire. On ne peut plus faire cet engagement de moyens, ou alors si on le fait, alors là, c'est un carnage. On est obligé de passer un engagement de résultat. C'est-à-dire, voilà, on doit faire ça. Et toi, tu dois participer à ça, mais je n'ai pas besoin de savoir si tu commences à 7h du matin ou si tu commences à 10h. C'est un management qui est complètement différent. Ça rend très autonome les collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent où ils vont, il faut qu'ils aient la compréhension de l'ambition globale du groupe. Il faut qu'ils maîtrisent les outils. On n'en a pas parlé, mais on parle de technologie, d'innovation. Mais nous, on s'est aperçu qu'on avait passé beaucoup de temps finalement à s'assurer que nos collaborateurs savaient se servir de Teams, de messagerie, de notre outil de feedback. Merci. Je voulais pas sortir la marque en fait de feedback. En fait, on s'est aperçu de ça aussi, c'est-à-dire qu'avant, c'était facile, ils étaient à côté, ils disaient tu peux m'aider ou je peux faire ça. Là, ils sont tout seuls, il faut qu'ils soient autonomes sur leurs outils, il faut qu'ils soient autonomes sur là où ils vont, ce qu'ils doivent faire, s'engager sur un résultat. Et c'est beaucoup plus valorisant à titre personnel de dire moi, j'ai fait ça plutôt que j'ai donné 8 heures, franchement. Et être autonome sur leur environnement technique, parce qu'ils sont à la maison. En fait, ils l'ont fait très très bien. Enfin, nous, en une semaine, n'importe quel téléopérateur était capable de répondre à un client depuis son téléphone personnel qu'on avait redirigé, accéder à son environnement technique comme il l'aurait fait au bureau. Ils ont été... Enfin, c'était bluffant, même la façon qu'ils ont eu de le faire. Mais ça, c'est hyper important, de pouvoir arriver à ce que on passe d'un environnement... je te surveille à un environnement, je te fais confiance. C'est essentiel, hein, ça, si je peux me permettre. Rapidement, parce qu'on est au bout. Du management, c'est vraiment essentiel parce que très honnêtement, il faut juste que les managers comprennent un truc simple. Les collaborateurs ne travaillent pas pour eux. Moi, le jour où j'ai compris que je manage une équipe, au début, je disais, ils travaillent pour moi. Puis après, j'ai modifié, je dis non, ils travaillent avec moi. Non, je travaille pour eux. Le jour où j'ai compris que c'était eux qui faisaient mon bonus de fin d'année, celui qui me permet de partir en vacances, j'ai compris que c'était leur performance dont je bénéficiais et j'ai mis tout mon temps et mon énergie à faire qu'ils soient plus performants, c'est-à-dire à la fois compétents
et engagé. Et donc c'est ça qu'il faut changer dans la mentalité, c'est vous ne travaillez pas pour nous, mais je travaille pour vous. Merci beaucoup Olivier Bas. Je rappelle que vous êtes le vice-président d'Havas Paris et que vous êtes l'auteur de Like ton job, comment vivre avec bonheur la transformation digitale. Christophe Bergeon, cofondateur de Zest Me Up, merci d'avoir été avec nous. Et Xavier Laurent, directeur fusion et acquisition du groupe Manutan. Smart at Work, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.